étude de cas à La Réunion. Je vous laisse nous présenter les détails. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Du coup, je suis depuis La Réunion pour vous parler en effet des récifs coralliens et de différentes méthodes pour évaluer leur état de santé et derrière avoir des informations sur leur préservation et sur leur gestion. Juste avant de parler de tout ça, c'est juste pour m'introduire un petit peu, je suis Léo Broudic, je suis tout juste ingénieur d'études à l'unité de recherche d'entropie à l'Université de La Réunion. Et en fait, mon rôle, ça va justement être de mettre à bien le projet Utopian, qui est un projet assez récent qui a été financé du coup dans le cadre du Life for Best, d'où ma présence ici pour vous communiquer sur ces sujets. Et au cours de la présentation, on va parler des différents réseaux de surveillance à La Réunion, jusqu'à arriver à conclure sur certaines lacunes ou certaines limites de ces réseaux de surveillance et voir dans quelle mesure le projet Utopian peut compenser ces limites. Juste avant, pour mettre un contexte à tout ça, les territoires coralliens d'outre-mer français représentent 10% de la surface mondiale en termes de récifs coralliens. Et dans les différents rapports qu'on peut lire, notamment de l'IFRECOR, qui est l'institut qui gère justement tous les réseaux de surveillance et les rapports synthétiques sur l'état de santé des récifs coralliens, on voit que on peut lire ce chiffre du coup de 10% de surface mondiale des récifs. Et au final, c'est juste notre héritage colonial qui en découle. Mais cela n'empêche qu'on a du coup des îles dans les 3 océans où il y a des récifs, aussi bien dans l'océan Indien, Pacifique que Atlantique. Et dans le rapport de 2020, qui est du coup assez récent de l'IFRECOR sur l'état de santé des récifs coralliens français, on peut noter que 70% des récifs évalués sont en bon état de santé dans les îles éparses et dans l'océan Pacifique. Si on s'intéresse seulement à 2 variables qui sont la densité de population, c'est-à-dire des habitants au mètre carré, on voit que ces îles ont une faible densité de population. Ça va jusqu'à 0 aux îles éparses, jusqu'à moins de 100 pour le reste. Et en parallèle, ils ont une surface récifale très grande. En Nouvelle-Calédonie, on a quasiment 36 000 km² de lagons, de récifs. On peut également voir dans ce rapport un autre type de résultat qui est 62% des récifs évalués sont dits en déclin dans l'océan Indien et aux Antilles. Et si on s'intéresse à ces 2 mêmes variables, qui est la densité de population, on voit que par exemple à Mayotte, on est quasiment à 700 habitants par mètre carré, et pour des surfaces récifales beaucoup plus petites, comme à La Réunion, où on est quasiment à 19 km². Déjà, rien qu'avec ces 2 informations, ces 2 variables, on peut avoir des pistes de réflexion sur l'impact anthropique et les états de santé des récifs coralliens. C'est pour ça qu'on peut obtenir ce genre de graphique, où en fait, en ordonnée, on a l'état de santé et en abscisse l'année. Ici, il n'y a pas de résultat fixe, mais c'est juste pour voir la tendance. Et on observe en effet que la tendance, c'est à la diminution de l'état de santé, où en fait, de base, un récif corallien va perdurer, va vivre et va grandir. Et il va y avoir des perturbations extrêmes, comme un cyclone ou une invasion de maladie ou des acanthastaires. C'est des étoiles de mer qui peuvent ravager un récif très vite, même en une nuit. Ces dégradations, ces perturbations extrêmes vont ravager un récif, mais le récif va pouvoir résilier grâce à son potentiel de résilience jusqu'à retrouver son état initial. Mais les impacts anthropiques vont diminuer l'intervalle entre 2 événements extrêmes, ce qui va faire que le temps de résilience va être moins important. Et en plus de ce temps de résilience moins important, les impacts anthropiques, comme la pollution de l'eau, les impacts physiques, vont limiter le potentiel de résilience. Ce qui fait qu'on arrive à ce type de graphique en nous disant que l'état de santé, de manière globale, est à la baisse. C'est pour ça qu'on peut ici souligner l'importance de protéger les récifs coralliens avec des aires marines protégées. Et pour que les aires marines protégées aient des billes en main et qu'il y ait des informations fortes et fiables pour faire de la conservation, il faut pouvoir répondre à cette question qui est comment évaluer l'état écologique d'un écosystème corallien. D'où ma présentation. Et on peut partir du principe qu'un état de santé, ça va traduire un bon fonctionnement d'un écosystème. C'est un écosystème dans le sens où c'est des interactions entre une composition végétale et animale. Le surveiller, ça consiste en fait à évaluer différentes variables écologiques qui vont traduire des fonctions écologiques
Et ces variables-là vont permettre de voir à travers le temps des changements, ou même à travers l'espace s'il y a des différences. Tout ça, on va l'expliquer un petit peu plus loin dans la présentation. Mais déjà, on peut voir que, là, je vous ai pris l'exemple de quelques îles. Ce qui est entouré en orange, en fait, ça va être les différents réseaux de surveillance en place en fonction des îles. Et on voit, par exemple, que globalement, c'est 3 réseaux qui sont en place, même 4, la GCRMN, le ReefCheck, la Directive sur l'eau, et des réseaux de surveillance propres à chaque aire marine protégée. Nous, du coup, on va s'intéresser à la Réunion et on va s'intéresser à 3 suivis. On va s'intéresser au GCRMN, à ReefCheck et au suivi de l'effet réserve. On va regarder du coup leurs avantages, leurs objectifs, leurs limites et on va voir vers quel type de résultat on obtient. Pour commencer, du coup, on a le suivi de l'effet réserve. L'effet réserve, son objectif, c'est de voir l'efficacité de la réserve. Là, à gauche, vous avez mis une carte où juste, je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste en haut à gauche, vous avez au moins la forme de l'île de la Réunion, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Et on a fait un zoom sur un complexe récifal. À la Réunion, il y a 4 complexes récifales, qui s'appelle Saint-Leu. Et en fait, on a des codes couleurs où on voit par exemple le bleu, c'est le niveau de protection 1 de la réserve marine, où à l'intérieur de ces zones, il n'y a aucune réglementation en vigueur. Toute activité est autorisée. La zone 2, qui est hachurée en bleu foncé, où là, il y a des réglementations sur la pêche ou sur différentes activités nautiques. Et la zone 3, en rouge, où là, toute activité est interdite, même pour les scientifiques, l'entrée en zone réserve est très compliquée. L'effet réserve, du coup, le suivi de l'effet réserve va avoir pour objectif de regarder sur un plan spatial s'il y a des différences en fonction des niveaux de réglementation et un niveau temporellement où tous les 7 ans, le suivi va être réalisé sur les 16 stations pour voir s'il y a un effet à travers le temps un effet de la réserve marine. Ils vont s'intéresser à différents facteurs écologiques, comme ils vont suivre le peuplement des poissons. Pour cela, ils vont réaliser ce qu'on appelle des beds transects. En fait, c'est un grand transect, c'est un grand rectangle de 50 mètres de long, de 5 mètres de large, dans lequel deux observateurs vont relever toutes les espèces de poissons. Ils vont regarder les espèces, l'abondance par espèce et la taille par individu. Ils vont répliquer ça 4 fois, T1, T2, T3, T4. Et ça va permettre d'avoir des informations sur la richesse spécifique, sur la diversité spécifique, sur la biomasse. La biomasse, après, on peut la décliner par réseau trophique, par régime trophique, si c'est plutôt des herbivores, des carnivores, etc. Et ces informations seront relatives, du coup, sur 1000 m². Et ça va être 2 observateurs pour relever toutes ces informations. Un premier observateur pour regarder les espèces fuyantes et un deuxième observateur pour regarder les espèces un petit peu plus sédentaires, celles qui sont cachées dans les coraux. Le deuxième suivi, ça va être sur le peuplement benthique. Le benthos, c'est ce qu'on appelle en fait le sol qui est vivant, tout simplement. Ça va être tout ce qui est coraux, ce qui va être algues, éponges, mais aussi tout ce qui est échinoderme, comme les oursins, les holoturies, etc. Pour cela, on reste dans le même grand carré qu'on avait avec les transects, du coup de 1000 m², et 10 transects de 10 mètres sont tirés aléatoirement. Sur ces transects, on va faire ce qu'on appelle des photoquadras. On va en faire 20 sur chaque transect de 10 mètres. Un photoquadrat, pour le mettre en image, ça ressemble à ça. À gauche, vous avez le boîtier et l'objectif fixés dans une structure métallique qui permet d'avoir une surface fixe entre chaque photo. Et après, une photo est envoyée sur un logiciel exprès où on a ce type de résultat, où il y a 50 points qui sont tirés aléatoirement sur la photo et qui permet derrière d'avoir du coup des informations sur la diversité corallienne, sur le recouvrement par espèce, et la densité des oursins ou des holoturies. C'est avec ce type d'informations, aussi bien du coup de poissons, d'échinodermes que du benthos, qui vont pouvoir réaliser le suivi de l'effet réserve et voir s'il y a une différence spatiale ou temporelle dans leur conclusion. Ça, c'était une première méthode. Une deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les suivis type GCRMN, le Global Coral Reef Monitoring Network. En fait, c'est l'ICRI, l'Initiative internationale sur les récifs coralliens, qui, en 1994, se sont regroupés avec les différents experts sur les récifs coralliens et ils partaient du constat que 10% des récifs avaient été complètement détruits, que c'était irréversible.
coup, ils ont évoqué la possibilité d'avoir un réseau de surveillance mondial. Comme ça, on pourrait suivre l'état de santé des récifs coralliens dans l'ensemble du monde. C'est en ce sens-là qu'en 1998, le suivi du type GCRMN a été mis en place à La Réunion, dont l'objectif premier est d'avoir un suivi de la dynamique temporelle des récifs. C'est-à-dire que c'est 14 stations qui sont évaluées tous les ans depuis 1998. Le suivi, c'est d'abord sur les communautés de poissons. Toujours pareil, c'est un bel transect. Mais à la place d'en avoir 4 transects, ça va être 3 transects. Et à la place d'avoir toutes les familles de poissons, ils vont s'intéresser à 8 familles de poissons cibles. Ça va être, comme tout à l'heure, 2 opérateurs et du coup, une station ne représente plus 1000 m², mais 750 m². Ensuite, ils vont s'intéresser également au peuplement benthique. Du coup, là, ils vont plus faire des photoquadras, mais ce qu'on appelle des LITs, des Line Intercept Transects, c'est-à-dire qu'ils vont dérouler un ruban gradué de 20 mètres et ils vont commencer au centimètre 0 et par exemple, ils vont voir de 0 à 5 cm des éponges. Du coup, ils vont marquer 0,5 éponges. De 5 cm à 20 cm, ils vont voir des coraux. Du coup, ils vont marquer 5, 20 corail, etc. Et ce type de suivi a la particularité d'être considéré comme un suivi expert, dans le sens où l'exigence taxonomique est forte, les coraux sont identifiés à l'espèce et les différentes classes taxonomiques sont assez précises. Je précise cela parce qu'il y a différents suivis, comme celui qu'on va voir après, ReefCheck, qui demandent une expertise taxonomique moins importante. Avec le LIT, on a du coup des informations sur la diversité corallienne, sur le recouvrement corallien, sur le recouvrement algal, et tout ça, on va voir les différents résultats que ça peut donner un peu plus tard. Après, on a le suivi dit ReefCheck. ReefCheck, c'est un suivi qui est à l'échelle internationale, et son objectif premier, c'est de dire que chaque citoyen peut être, le temps d'une journée, un scientifique. C'est de la science participative. À La Réunion, ça a été mis en place en 2003 et tous les ans, c'est 21 stations qui sont évaluées. Le protocole, du coup, comme je disais, est allégé. Là, c'est plus des pelles transects sur le communauté de poissons de 50 mètres, mais de 20 mètres, qui est répliqué 4 fois. Et là, ils vont regarder l'abondance par famille. Par exemple, ils voient les familles des poissons papillons, 6 individus, ils vont marquer 6 poissons papillons, 6 poissons perroquets, etc. Ils ne vont plus aller à l'espèce. Ensuite, sur les mêmes zones, ils vont s'intéresser aux macro-invertébrés, tout ce qui va être bénitier, le turé, oursin, où ils vont dénombrer en fait l'abondance. Et un dernier point qui est sur le substrat, toujours le peuplement benthique, avec cette fois des PIT 50, des Point Intercept Transect, dont l'idée c'est chaque 50 cm sur le ruban gradué, l'observateur regarde ce qu'il y a en dessous. Par exemple, au premier 50 cm, s'il voit des éponges, ben, il marque éponge. Au 1 mètre, du coup 50 cm plus loin, il regarde, il voit des algues, il marque algues, etc. jusqu'à finir son ruban de 100 mètres. Ça veut dire qu'une station, c'est 4000 m². Et là, on a vu du coup 3 méthodes. Et il y a une méthode que j'ai omis de vous en parler, c'est la directive 4 sur l'eau, mais qui est très similaire au GCRMN. Il n'y a pas eu besoin forcément de vous l'expliquer ici. Et grâce à l'ensemble de ces suivis, on devrait avoir assez de billes pour répondre à cette fameuse question: quel est l'état écologique des récifs réunionnais? C'est en effet, en tant qu'écologue marin, quand on se présente aux gens, souvent on nous demande direct ah bah, le récif, comment il va? Et l'une des premières réponses qui se permettent de dire, c'est bah, le récif va mal. Et on va voir dans quelle mesure les différents suivis peuvent répondre à cette question. Pour récapituler, du coup, il y a 3 suivis, 3 réseaux de surveillance, dont l'objectif est d'avoir un suivi temporel sur des stations sentinelles. Et au total, c'est 51 stations qui sont observées. On va s'intéresser aux résultats du GCRMN, qui montre ce type de graphique. Alors là, c'est le graphique pour une station qui a été réalisé sur les 14. On peut voir en ordonnée le pourcentage en bleu de coraux vivants et en vert d'algues. Et en abscisse, on va voir les années. On voit que dans les années 99, c'est plutôt une dominance du peuplement corallien par rapport aux algues qui est dominant. Mais à travers le temps, cette dominance s'échange et on arrive jusqu'à 2019 avec un recouvrement corallien proche de 0
et un recouvrement algal proche de 100%. On voit qu'il y a eu en 2002 un événement qui a fait changer la dominance de ces peuplements. Et en effet, si on remonte l'histoire, en 2002 à La Réunion, il y a eu le cyclone Dina qui a été catastrophique sur l'île. C'est des houles de 9 mètres de haut, c'est des vents jusqu'à 280 km/h, des pluies jusqu'à 1600 mm en 3 jours. Et tout ça, ça a eu des impacts directs sur le récif, notamment des coulées de boue qui ont perturbé le milieu corallien et apporté des éléments azotés qui, derrière, a favorisé la croissance algale. On parle de bloom algale, d'explosion algale, qui a permis aux algues, au final, de gagner la compétition spatiale par rapport aux coraux, d'une certaine manière. Et il n'y a jamais eu cet effet de résilience qui a permis aux coraux de redevenir dominants. Ça, c'est l'exemple sur une station. Et après, si on fait le cumul des stations, on peut avoir ce type de graphique un petit peu imbuvable comme ça, mais en le décortiquant petit à petit, on voit qu'il y a des informations intéressantes. En ordonnée, c'est le pourcentage de recouvrement. En abscisse, les années. Et les couleurs, c'est différentes catégories taxonomiques. Si on regarde par exemple ici les algues, on voit que sur l'ensemble de la durée, elles ont augmenté de 40%, ce qui est assez conséquent. Et en parallèle, on voit que chez le peuplement corallien, c'est une diminution de 10%. Ça ne paraît pas énorme par rapport à la croissance algale, mais si on regarde à l'intérieur du peuplement corallien, on regarde qu'il y a le genre Acropora, qui était de 15% dans les années 98, et en 2015, ils sont à moins de 5%. Le genre Acropora est particulièrement important parce qu'il est très sensible aux variations de l'environnement. S'il y a une pollution de l'eau ou quelque chose comme ça, il va directement être sensible et soit avoir des maladies, soit aller jusqu'à la mortalité. On parle, une fois qu'un écosystème corallien a une dominance du genre Acropora, on peut parler de climax de l'écosystème. Sa diminution, du coup, est un indicateur d'une mauvaise tendance d'un déclin écologique pour les récifs coralliens. En parallèle, on a cette algue calcaire qui on va le voir juste après, qui a un rôle essentiel dans l'établissement d'un récif corallien, qui a diminué également de 40%. Ça, c'est sur 14 stations. Une station de GCRMN, ça fait 750 mètres carrés. Si on fait le cumul, on arrive à 0,1 km². Le complexe de La Réunion, il a beau être petit, mais il fait 19 km². Du coup, on a ces résultats sur 0,1 km² par rapport à 19 km². Est-ce qu'on peut extrapoler toutes ces informations? Ça paraît compliqué. C'est pour ça qu'une approche spatiale semble pertinente. L'ensemble des méthodes qu'on a vues peuvent fournir des informations temporelles, super importantes, mais derrière, il faut une approche spatiale pour avoir une information à un instant T sur vraiment l'état de santé du récif. C'est en ce sens que la méthode CORAM voit le jour. C'est Coral Reef Rapid Assessment Method. Ça a été une commande de l'IFRECOR, l'initiative pour les récifs coralliens français, et c'est passé en fait par un bureau d'études, Marex, et notamment Mathieu Pinault, qui a rédigé 2 livrets pour expliquer les méthodes pour éviter, réduire, compenser les impacts dans le milieu corallien. Et en fait, au final, ça a été les sujets de mes stages d'université pour traduire ces 2 livrets qui sont théoriques et arriver à une méthode opérationnelle sous l'eau qui est pratique. On s'est d'abord posé la question du coup de où commencer pour évaluer l'état d'un récif corallien. On part d'une approche habitat, c'est-à-dire que c'est un espace géographique homogène en termes de conditions biotiques et abiotiques qui vont offrir des conditions favorables à des cycles biologiques et physico-chimiques. On a ce type du coup de carte qui a été réalisée par Jean-Benoît Nissé en 2016 à La Réunion, où en fait c'est la carte des habitats récifaux, et on a différents types d'habitats. Et là, c'est la résolution très faible qui est suffisante pour la méthode, mais on peut aller jusqu'à une résolution très forte qui monte jusqu'à 150 habitats. Une fois qu'on sait où aller, il va falloir se demander quels paramètres prendre en compte. Pour cela, on a fait une synthèse bibliographique des travaux scientifiques qui s'intéressaient aux différents indicateurs dans le milieu corallien. On est parti de la définition d'un indicateur fonctionnel, c'est-à-dire qui se base sur certains traits spécifiques, c'est-à-dire morphologiques, physiologiques, etc., d'une ou de plusieurs espèces, qui va avoir une action sur son écosystème. Typiquement, le mouton, c'est un herbivore, le poisson perroquet, c'est un herbivore, et tous les deux vont limiter d'une part la croissance des herbes, de l'autre la croissance algale.
Du coup, dans le cas des récifs coralliens, limiter la croissance algale favorise la compétition spatiale envers les coraux, ce qui est plutôt positif. Du coup, c'est un indicateur d'une fonction écologique particulière. Chaque indicateur est associé à une métrique qui est définie grâce aux bases de données locales. Les métriques qui sont définies à La Réunion ne pourraient pas être utilisées par exemple à Mayotte, ça n'aurait pas de sens, on n'a pas les mêmes conditions aussi bien environnementales que sociales, etc. Chaque métrique doit être associée à l'île à laquelle elle est utilisée. Maintenant, on sait où aller, on sait ce qu'il faut prendre en compte, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire sous l'eau? Pour cela, on va discriminer deux types d'indicateurs. Des indicateurs qui vont être évalués par rapport à une surface et des indicateurs évalués par rapport à un temps. Pour la surface, on va parler de points fixes sur substrat dur. C'est un réplica qui fait à peu près 1000 m² qu'on va répliquer 5 fois sur une station. Et dans chaque réplica, on va regarder le recouvrement corallien en pourcentage. Le recouvrement corallien, en fait, ça traduit un potentiel de calcaire parce qu'en fait, les coraux vont grandir et sécréter leur propre squelette calcaire avec le temps. Quand il va y avoir une perturbation forte comme un cyclone ou autre, tout ce calcaire va être comme des morts et comme des débris au sol. Mais avec le temps, notamment avec les algues calcaires dont on vous parlait tout à l'heure, ces débris vont s'agglomérer, former de nouveau un substrat dur où le renouvellement corallien va pouvoir se faire avec du recrutement. Ça offre un nouvel habitat et à travers le temps, ce cycle éternel de vie et de mort, que le récif va grandir en hauteur et en longueur. On va s'intéresser également au pourcentage du genre Acropora. Comme on vous disait, c'est un indicateur du coup sur l'état climatique théorique de l'écosystème. Sur le recouvrement algal par rapport à cette compétition pour l'espace, on va s'intéresser aussi sur le recouvrement en pourcentage de la faune sessile non corallienne. Du coup, c'est tout ce qui est coraux noirs, éponges, acidies, etc., qui, eux, vont tolérer des conditions environnementales plus dégradées par rapport à des coraux. Ça peut être un indicateur indirect de la qualité de l'eau. Ensuite, on va s'intéresser à la complexité structurelle des récifs, dans le sens où, en fait, chaque espèce, genre et même famille de coraux ont des formes propres à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des formes encroûtantes qui vont raser le sol, des formes massives, des gros blocs, des formes en petits doigts, des formes des grands doigts, des branches, des tables, toute une diversité de formes. Et ce qui nous intéresse dans cet indicateur, c'est d'avoir justement une hétérogénéité de formes qui vont offrir tout un panel d'habitats aux espèces associées, comme les poissons, les échinodermes, etc. On s'intéresse également à la classe de taille, parce que ce qu'on regarde là-dedans, c'est également l'hétérogénéité. On veut un habitat avec des petites colonies, des moyennes, des grandes. Comme ça, le jour où les grandes meurent, les moyennes deviennent grandes, les petites moyennes, etc. Parce que si on avait un habitat qu'avec des grandes colonies, c'est très bien. Ça montre que les conditions sont favorables pour grandir, qu'ils résistent et qu'ils sont encore vivantes à travers le temps. Mais le jour où elles meurent, il n'y a plus de régénérescence de l'habitat par de nouvelles colonies. Un des derniers indicateurs, ça va être la densité de coraux juvéniles. Les coraux juvéniles, ça va être des coraux inférieurs à une phalange. Et ça, c'est un aussi du recrutement corallien. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont pu s'installer et survivre à leur stade de recrue. Ça, c'est sur les points fixes. Et maintenant, on va s'intéresser aux indicateurs par rapport à un temps. Du coup, là, c'est un parcours aléatoire dans une zone définie et il va y avoir 4 indicateurs. Un indicateur sur la diversité spécifique des poissons. Pendant 10 minutes, l'observateur va dénombrer la richesse spécifique des poissons à l'intérieur de 6 familles cibles. Il va regarder en parallèle si certaines espèces sont abondantes dans le peuplement de poissons pour voir si la distribution ou la structure du peuplement de poissons est équilibrée ou non. Après, il aura 10 autres minutes pour évaluer la taille et l'abondance des top prédateurs, qui, si en effet il y en a beaucoup et beaucoup d'adultes, va refléter un régime trophique, un réseau trophique plutôt équilibré et structuré. On va regarder la taille et l'abondance des poissons perroquets. Comme on disait tout à l'heure, c'est les poissons qui vont réguler la croissance algale. Et les indicateurs par rapport à l'abondance en macro-invertébrés, qui ont différentes fonctions écologiques, comme nettoyer le sable, avoir une fonction d'herbivorie, etc. Chaque indicateur va être associé à une note allant de 2 à 3, qui, une fois qu'on cumule le tout, permet d'avoir une information sur ce qu'on pourrait appeler l'état écologique de la station.
Du coup, on voit qu'une station, c'est 2500 mètres carrés. C'est, en termes surfaciques, beaucoup plus conséquent que les autres méthodes. Mais les autres méthodes ont une approche taxonomique que la méthode Coram n'a pas forcément. C'est plus une approche par indicateur. Ce qui permet, dans les premières méthodes, d'avoir des suivis temporels précis, mais pas avoir le côté spatial. Et Coram, d'avoir un côté spatial qui est non négligeable. Et c'était du coup la fin de mon stage, de pouvoir réussir à avoir une méthode opérationnelle et utilisable sur le terrain. Et après mon stage, l'idée c'était de pouvoir continuer dans cette démarche. C'est pour ça que le projet Utopian est né, le projet qui a été financé du coup par le Life for Best. Et en fait, c'est suite à une conférence que j'ai réalisée il y a un an pile à l'Université de La Réunion pour présenter les prémices de ce projet. Et ça s'est très bien passé. Il y a quelques jours plus tard, il y a les étudiants du Master 1 de l'Université de La Réunion qui m'ont contacté en me disant bon, on a une matière dans laquelle on doit monter un projet pour le Life Forest. Est-ce que, Léo, ça t'intéresserait de présenter ton projet? Bah, carrément, si vous voulez, on lance la démarche, on lance cette aventure. Et petit à petit, on a pu fédérer plusieurs acteurs autour du projet et on a demandé au Life for Best avec l'association Best Run, qui est finalement l'association des anciens étudiants et des étudiants du master en question, et co-demandé par l'Université de La Réunion. Les partenaires sont du coup le bureau d'études Marex, et notamment Mathieu Pinault qui est à l'initiative de cette méthode, la réserve marine pour qui au final ce projet est dédié, l'association Vie Océane et du coup les financeurs, le Life for Best. Et au final, on a été accepté et les objectifs de cette étude, de ce projet, c'est du coup de cartographier l'état écologique de plusieurs complexes récifaux de La Réunion. Et l'une des limites de cette méthode, du coup, c'est, certes, c'est une approche spatiale, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de stations évaluées, mais ça veut dire qu'il faut un temps humain conséquent. C'est pour ça qu'il va falloir former des gens à la méthode pour que sur le terrain, on soit plusieurs et qu'on puisse évaluer un grand nombre de stations. Une fois que le terrain sera réalisé, on pourra rechercher des liens entre les différentes pressions environnementales, aussi bien naturelles qu'anthropiques, et l'état écologique. De là va découler des pistes de réflexion pour une gestion adaptée, du coup des informations complémentaires à celles qui existent déjà, avec tous les projets de réseau de surveillance antérieurs, et qui sera proposée à la réserve marine. Enfin, c'est au final sensibiliser le grand public et avec différents outils de communication. Du coup, c'est la préservation d'une par la responsabilisation en formant des gens et en leur rendant acteurs de ce projet. Et dans la formation, l'idée, c'est d'arriver à plus de 95% de similitude entre la personne formée et moi-même. Parce qu'en effet, des indicateurs, ça a toujours une part de subjectivité. La personne a sa subjectivité, j'ai la mienne, et l'idée de la formation, c'est de converger nos deux subjectivités pour éviter au maximum le biais observateur. Ensuite, c'est la préservation par la réalité de terrain. Là, je vous montre le plan d'échantillonnage qui est sur deux complexes principaux, du coup Saint-Pierre à droite, Saint-Leu à gauche. Et en fait, vous avez ce polygone blanc assuré de plein de petits carrés. Un carré, c'est 2500 mètres carrés. Et à la fin du terrain, normalement, chaque carré aura une note écologique associée. Ça nous permettra de faire des analyses cartographiques, notamment du crigeage, une sorte d'interpolation fine, et avoir des patchs d'état de santé. Par exemple, une grande tache bleue, verte qui nous dit que l'état de santé va plutôt bien sur différentes variables écologiques qui sont au final nos indicateurs. Je n'ai pas de résultat à vous proposer parce que là, on est en pleine période de terrain et que le projet vient de commencer, mais en attendant, vous avez le cap théorique. Et la dernière objectif, c'est la préservation par la sensibilisation. Et c'est en ce sens que je vais vous présenter la petite vidéo qu'on a pu réaliser. Si ça va bien marcher. L'évaluation de l'état écologique des récifs coralliens est un prérequis pour conserver cet écosystème. Un récif corallien en bonne santé offre aux populations côtières une sécurité physique et alimentaire. La barrière récifale casse la houle, l'abondance des poissons laisse la place à la pêche artisanale, la beauté des récifs attire les touristes. Et pour finir, l'écosystème corallien
absorbe une grande partie des émissions du CO2 atmosphérique. Les populations aux abords de récifs coralliens ne pourraient pas s'implanter sans les services qui apportent cet écosystème. D'après IFRECOR, les récifs coralliens français permettent d'économiser plus de 100 millions d'euros par an. Pourtant, un quart des récifs coralliens mondiaux ont déjà subi des dégâts irréversibles et 2/3 sont gravement menacés. Les scientifiques nous alertent depuis plus de 50 ans. Nous ravageons la nature. Le printemps silencieux de Rachel Carson n'est pas un roman de science-fiction. C'est la réalité de nos jours. C'est à nous, scientifiques et citoyens, de comprendre la situation, de partager nos résultats au grand public et aux politiciens. C'est à nous de percer la bulle égocentrée de la recherche pour intégrer l'ensemble des acteurs concernés. La situation environnementale nous impose d'agir et d'innover. Tentons, proposons, avançons, et alors, peut-être, nous réussirons à limiter la chute vertigineuse d'une biodiversité si précieuse. C'est dans cette philosophie que le projet Utopian est né. Tenter d'évaluer l'état écologique des récifs coralliens de la Réunion. Tenter de trouver des liens entre enjeux écologiques et pression environnementale. Tenter d'offrir des pistes d'action de conservation et de restauration écologique à la réserve naturelle marine de la Réunion. Pour atteindre ces objectifs, le projet Utopian se base sur une méthode développée par l'IFRECOR. L'IFRECOR est né de l'International Coral Reef Initiative, ICRI, qui agit pour la protection des récifs coralliens dans les territoires de français. CORAM, c'est vos complémentaires aux différents réseaux de surveillance de l'état de santé des récifs coralliens de la Réunion. En effet, avec CORAM, un effort d'échantillonnage conséquent est réalisé, c'est-à-dire qu'une surface importante peut être évaluée avec un espacement faible entre chaque station. Cette exigence est nécessaire pour obtenir une interpolation robuste et exploitable. CORAM apporte une dimension spatiale qui est incomparable avec ceux qui existent déjà. C'est une première à La Réunion et sûrement une première dans le monde des récifs coralliens. Des métriques propres au contexte local sont associées aux indicateurs. Ainsi, chaque indicateur est évalué rapidement avec une note précise. À 2 opérateurs, une station d'environ 2000 m² est évaluée en 20 minutes. Dans le cadre du projet Utopian, l'évaluation de l'ensemble des stations fera appel aux bénévoles formés à la méthode, notamment les étudiants du Master Bastani, biodiversité des écosystèmes tropicaux, aquatiques, littoraux et insulaires de l'Université de la Réunion, qui ont été moteurs dès le début du projet. C'est intéressant que ce soit un projet qui utilise un peu la science participative, mais qu'en même temps, on ait une formation aussi poussée, puisque ça permet d'avoir quand même des données qui sont assez robustes et qui vont pouvoir donner des résultats qui sont intéressants et qui pourront être utiles pour toute la communauté scientifique. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Moi, j'aime beaucoup l'aspect où c'est à mi-chemin entre la science participative et tout de même un protocole où on contribue sur de la donnée qui va pouvoir être analysée et utile pour des futurs gestionnaires et des décisions. Et moi, le point négatif, je ne sais pas si c'est négatif ou non, mais cet aspect peut-être, est-ce que c'est pas trop simplifié? Est-ce que ça va être vraiment représentatif des écosystèmes? Ça, c'est quelque chose qu'on va prouver, enfin, on va essayer de démontrer à partir de toute la réalité terrain qu'on va faire pendant ces périodes. Donc, on pourra y répondre qu'en fin décembre. Donc, voilà. Le projet Utopian mobilise une communauté aux 1000 facettes constituée d'étudiants, des scientifiques, d'associations, de la réserve marine et des bureaux d'études pour la protection de la nature. Dans la suite du projet, ce sont les politiques, les gestionnaires des bassins versants qu'il faudra fédérer. Ainsi,
Utopian pourra être plus qu'un projet utopique. Il pourra être une source d'information nécessaire à la préservation des récifs coralliens de la Réunion. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Léo, pour la présentation de la vidéo. De rien, ça